Bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom est Charles, comme Ellie l'a mentionné. Merci de la présentation, Ellie. Euh, Aujourd'hui, je viens vous présenter mon projet de recherche, qui est un projet de thèse de PhD en psychologie du travail. Le but de ce projet-là, là, en vraiment gros et très brièvement, là, pour résumer un 5 ans de travail, c'est de réduire les situations handicapantes en entreprise. C'est d'essayer de passer, comme le titre le mentionne, là, de l'inspiration à l'action parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à ça. C'est difficile parfois de passer à l'action, pas nécessairement parce que les gens veulent pas, il y a vraiment une intention réelle la plupart du temps, mais parce que des fois on n'a pas les ressources ou on sait simplement pas quoi faire comme employeur, par exemple. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Plus précisément, là, je vais vous présenter le contexte du projet et ses objectifs. C'est quoi le handicap invisible ou juste qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi une situation handicapante invisible? Parce qu'on va vraiment focuser sur cette population-là aujourd'hui. Vous allez voir que focuser sur cette population-là, ça a un grand avantage qui est finalement, si on focus sur cette population-là, on peut mettre en place des choses qui sont inclusives vraiment pour tout le monde en fait. C'est quoi ça, le dilemme du dévoilement? On va aborder un peu ça. On va ensuite parler du sous-emploi des personnes en situation de handicap invisible dans le contexte québécois. Fait qu'au Québec, il se passe quoi avec cette population-là? Ensuite de ça, ça va être c'est quoi les mesures qu'on met en place au Québec? C'est quoi les mesures de soutien qu'on a pour les employeurs? C'est quoi les mesures de soutien qu'on a pour cette population-là? Puis, ça va m'amener tranquillement, comme tout bon projet de recherche, là, vers mes objectifs et mes phases de recherche. Ensuite de ça, je vais vous présenter la méthodologie du projet, qui est vraiment une affaire d'intelligence collective. Je vais évidemment aller en profondeur là-dessus un petit peu plus tantôt, mais c'est un projet de recherche-action que je viens vous présenter aujourd'hui. Fait que c'est un projet qui est fait avec et pour les gens du terrain. Je vous en parle plus tantôt. On va voir c'est qui a participé à ce projet-là, c'est qui les partenaires du projet, c'est comment que les entretiens ont été faits, comment que les analyses ont été faites. Ceux qui n'ont pas de background en recherche, stressez pas avec ça. Là, je vais vraiment, j'ai fait des beaux petits dessins et tout. Ensuite de ça, les résultats préliminaires vont être présentés. Je tiens à mentionner, c'est des résultats préliminaires. Il y a eu un peer review à date avec la direction de thèse et le comité, mais ça va être révisé une seconde fois pour être sûr que tout est en ordre. Puis ensuite, ça va être le modèle que je viens vous présenter aujourd'hui va être mis de façon interactive par une ou un infographe là, pour que ça soit utilisable justement pour les gens du terrain. Donc, le contexte du projet et ses objectifs. Euh, Parlons du handicap invisible et du dilemme du dévoilement. Dans le cadre de ce projet-là, on a décidé de définir le handicap selon deux catégories. La première catégorie, c'est le handicap visible. Le handicap visible va référer à une condition physique et ou biologique qui va avoir des manifestations perceptibles. Quand quelqu'un a un handicap visible, on peut le voir, on est certain que cette personne-là vit une situation handicapante. Je fais référence entre autres à certains handicaps physiques comme la mobilité réduite, une personne non-voyante, mais aussi à des handicaps biologiques comme les gens qui vont avoir un syndrome, qui vont être en situation de handicap lié à un syndrome de Down ou à une dystrophie musculaire. On a ensuite l'autre catégorie, qui est un peu le cœur de cette recherche-là, qui est le handicap invisible, qui va référer à une condition, bien évidemment, à une condition physique, biologique, qui est peu ou psychologique, qui est peu ou non perceptible. Ce que je dis souvent aux employeurs pour comprendre un peu ce concept-là, c'est que si on n'est pas certain, ça va être considéré comme un handicap invisible. Si vous êtes pas, vous n'iriez pas voir une personne en disant ah, est-ce que vous êtes en situation handicapante? Évidemment, ça serait premièrement un peu bizarre. Puis deuxièmement, ça voudrait dire que c'est un handicap invisible. Bref, ça peut être sensoriel, ça peut être une baisse de vision, ça peut être une douleur chronique, des migraines, une fatigue chronique, pas une fatigue chronique, pardon, des maux de dos par exemple. Ça peut être aussi cognitif, comme des troubles de l'apprentissage ou de la mémoire. Ça peut être auto-immune, VIH, etc. Ou évidemment psychologique, donc tout ce qui va être dans le fameux DSM, là, qui est le manuel diagnostique pour les situations handicapantes liées à la santé mentale. Euh, Pourquoi catégoriser ça de cette façon-là? Parce que quand on parle de handicap invisible, automatiquement, dans la recherche, là, ça amène à un dilemme. Ce dilemme-là, c'est de dévoiler ou non son handicap, puis on est dans le milieu de l'emploi, fait qu'aujourd'hui, je vais concentrer ce dilemme-là dans le milieu de l'emploi. Donc, quand je vis une situation handicapante et j'arrive en emploi, est-ce que
je dévoile ma situation ou est-ce que je la dissimule? Puis ça crée un dilemme assez important qui génère des obstacles là, supplémentaires pour cette population-là en emploi. Euh, on va en parler brièvement ici, là, des bénéfices et des conséquences de dissimuler, par exemple, une situation handicapante. Les bénéfices, ça va être d'avoir une identité qui va se définir autrement que par sa condition. Ça va être aussi potentiellement d'éviter la stigmatisation qui est bel et bien existante encore aujourd'hui, évidemment, pour les handicaps invisibles là, encore plus. Pour ce qui est des conséquences, c'est que ça va être un processus qui est énergivore et assez stressant de toujours dissimuler une partie de soi. Puis aussi, ça peut apporter des fausses attributions de certains comportements. Par exemple, là, si quelqu'un a une fatigue chronique, puis prend plusieurs pauses en emploi dans un contexte où on a une culture de performance là, qui est vraiment mise de l'avant, ce comportement-là, cette situation handicapante-là pourrait être perçue ou stigmatisée comme étant de la paresse ou bon, etc. Là. Des choses qui arrivent évidemment dans le milieu d'emploi encore aujourd'hui. Puis aussi, ça ne va pas permettre d'adapter ou d'ajuster là, à l'employeur si il ne sait pas ou elle ne sait pas que la personne vit une situation handicapante, ne peut pas ajuster le milieu, le contexte en conséquence. Les bénéfices de dévoiler, évidemment, ça va être le contraire un peu, ça va être atténuer ce stress-là lié à la dissimulation, ça va augmenter les chances aussi d'obtenir du support et des accommodements. Puis, au niveau des conséquences, ce que ça peut faire, ça va peut-être éveiller la méfiance des gens. Encore une fois, si on prend les stéréotypes, la stigmatisation qui est là aussi, euh, ça existe, puis j'en ai entendu beaucoup dans les entretiens justement qui ont été faits dans ce cadre de ce projet-là, mais ça peut éveiller la jalousie des collègues par rapport à des accommodations. Comment ça, lui a le droit à ça? Comment ça, moi, j'ai pas le droit à ça? Etc., etc. Fait que c'est un dilemme qui est constant en emploi pour les personnes qui vivent des situations de handicap invisibles parce qu'ils ont le choix ou non de dissimuler ou dévoiler. Puis évidemment, vous allez voir, ça dépend extrêmement du contexte dans lequel cette personne-là est. C'est très, très contextuel, très social, et c'est pour ça qu'on parle de situations handicapantes là, le plus possible, de situations handicapantes invisibles. Aujourd'hui, faites pas le saut, je vais utiliser le terme personne handicapée parfois, mais c'est vraiment parce que je vais faire référence à des lois ou à des textes qui ont été écrits avec ça. Sinon, dans le cadre de mon projet, c'est vraiment de situations handicapantes qu'on va parler. Parlons du sous-emploi de ces personnes-là. Donc, parlons du sous-emploi d'abord des personnes qui ont un handicap, tout handicap confondu, puis des personnes qui vivent une situation handicapante invisible. Euh, Au niveau là, du handicap, là, en général, environ un Québécois sur 5 qui va être âgé de 15 ans et plus déclare au Québec avoir une incapacité. En général, dans cette population-là, donc toute situation handicapante confondue, puis là, on le voit ici, le personne handicapée, là, parce que ça vient de Statistique Canada d'ailleurs. En général, les personnes qui ont un handicap vont être sous-représentées en emploi au Québec. Je parle d'un taux d'emploi de 56% en ce moment environ, versus pour les personnes qui vivent une situation handicapante, versus un taux d'emploi de 79% pour les personnes là, qui ne vivent pas de situation handicapante, qui est une différence là, très significative évidemment. Les personnes qui vivent une situation handicapante aussi vont avoir souvent moins de promotion en emploi, vont occuper des emplois de type, pas de type, ils ont moins de chances d'occuper un emploi de type professionnel, puis ils vont avoir un taux de roulement plus élevé que la moyenne. Euh, Ces statistiques-là, évidemment, sont pas très bonnes, mais sont encore pires quand on va voir le sous-emploi des personnes qui ont un handicap invisible. Puis en plus, 70% environ des handicaps rapportés par la population, donc par ce monde-là ici, vont être liés à une situation handicapante qui est généralement non visible. Je dis généralement parce que Statistique Canada ne va pas utiliser cette catégorisation-là, il va vraiment aller cibler les catégories de handicap, mais ça fait quand même environ 70%, ce qui est vraiment une grosse représentation là, si on confond tous les handicaps qui sont rapportés là, dans la population québécoise. Les personnes qui vivent une situation handicapante invisible là, font face à des obstacles supplémentaires, entre autres à cause du dilemme que je vous ai présenté tantôt. Puis ça fait qu'ils ont un taux de chômage qui peut aller jusqu'à 90% comparé aux personnes qui vivent des situations handicapantes visibles ou comparé évidemment à la population le générale qui est aujourd'hui, là, ça a changé un peu avec la COVID et tout, là, mais qui va se tenir environ entre 4 et 7%. Là. Ces statistiques-là
sont d'autant plus surprenantes quand on considère le contexte dans lequel on les soulève. Puis c'est un contexte qui démontre clairement l'importance d'inclure ces personnes-là sur le marché du travail. Je m'explique. Le premier facteur que je veux qu'on aille voir ensemble de ce contexte-là, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, puis ensuite de ça, je vais parler là, que c'est une main-d'œuvre formée. Mais allons à la pénurie de main-d'œuvre. On est en pénurie de main-d'œuvre, là, on se le cachera pas, on peut plus vivre dans le déni par rapport à ça au Québec. Il y a 1,4 million de postes qui vont être à pourvoir au Québec dans les 10 prochaines années. Bon, ok, ça ne veut pas dire grand-chose hors contexte. Fait qu'allons voir un peu les prévisions de l'occupation de ces postes-là. On prévoit qu'au Québec, là, 54% de ces postes-là vont être occupés par des jeunes, comme moi qui sors de l'école ou peu importe. Puis ensuite de ça, 22% par les gens qui sont issus de l'immigration. Puis, un 24%, souvent dans les statistiques qui vont être un peu mélangées, mais qu'on va dire des fois, c'est le taux d'activité des 15 à 65 ans va peut-être augmenter, ou les 65 ans et plus vont décider de continuer de travailler. Euh, Comme justement les jeunes diraient, psych. Mais ça, ici, c'est là que les personnes en situation de handicap, évidemment, ils ont une place importante puis qui sont souvent oubliées. D'autant plus que c'est une population qui est formée, contrairement là, aux stéréotypes qui peuvent être associés à cette population-là. Les personnes qui vivent une situation handicapante invisible sont autant formées que les personnes sans handicap. Là, en général, 50% de cette population-là ont une éducation postsecondaire versus 58% de la population générale. Bon, il y a un 8% de différence qui est extrêmement débattable, puis qui se trouve là, vraiment au niveau universitaire. Encore là, est-ce que c'est une question de contexte? Est-ce que c'est une question de conditions handicapantes? La question se pose, tout ça pour dire que ces gens-là, en général, sont autant formés. Ce qui fait en sorte que les statistiques de sous-emploi sont justement d'autant plus surprenantes, comme j'expliquais tantôt. Troisième facteur, c'est qu'on a une responsabilité sociale d'intégration envers les personnes en situation de handicap invisible au Québec. Désolé, je ne l'ai pas dit, le PSHI, c'est personnes en situation de handicap invisible. Euh, En 78, on a adopté la loi 9 puis on a créé l'OPHQ qui est l'Office des personnes handicapées au Québec. La loi 9, c'est pour assurer l'exercice des droits des personnes, encore une fois, là, personnes handicapées. En 2004, on a révisé cette loi-là pour assurer leur intégration professionnelle et sociale. Puis en 2008, on a adopté une stratégie nationale pour intégrer ces personnes-là et les maintenir en emploi. Ça, c'est tout au niveau provincial. Au niveau fédéral, on a même signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Donc, on s'est vraiment donné une responsabilité sociale pour l'intégration, pour ne pas être répétitif, pour l'intégration sociale de cette population-là. Tout ça en sachant que le travail est aussi un vecteur d'intégration sociale. Ce qui est notre quatrième facteur, là, dans le fond, c'est important le travail comme vecteur d'intégration sociale parce que c'est une dimension importante de l'identité personnelle. Ça peut apporter un sentiment d'appartenance à une cause, à une communauté, et ça peut permettre l'acquisition de relations sociales significatives. Fait je vous fais un petit résumé de ça. On a les personnes qui vivent une situation de handicap invisible font face à un dilemme. Le dilemme du dévoilement, est-ce que je dévoile, est-ce que je dissimule? Ça crée des obstacles supplémentaires qui semblent être responsables d'un sous-emploi qui est d'autant plus significatif. Alors, il y a la stigmatisation qui rentre là-dedans et tout. Euh, et ces personnes-là sont une des populations les plus sous-employées au Québec. Malgré que on ait une responsabilité sociale envers cette population-là, malgré qu'on soit en contexte de pénurie de main-d'œuvre et malgré que cette population-là soit autant formée. Évidemment, ça soulève une question assez majeure. Est-ce que les mesures qu'on met en place actuellement au Québec pour l'intégration de cette population-là sont suffisantes? Et vous me voyez un peu venir, j'imagine, mais selon la recherche, selon les études, selon des constats de terrain aussi, il semblerait que non. Fait qu'allons jeter un coup d'œil à ça. Allons jeter un coup d'œil à l'investissement, aux investissements qui sont faits au Québec pour l'intégration des personnes en situation de handicap en général, parce qu'il n'y a pas de statistiques pour les personnes en situation de handicap invisibles dans ce cas-là. Mais quand même de quoi de super intéressant. Quand on a adopté la stratégie nationale en 2008, on se disait, OK, tout le monde, on réduit de 50% l'écart du taux d'emploi entre les personnes avec et sans incapacité.
Depuis ce temps-là, on a investi de manière significative là, dans les CEMO, dans les centres d'emploi, dans les centres de services, etc., pour favoriser l'intégration, ce qui est vraiment génial, là. Cependant, si on va regarder ce taux d'emploi-là depuis la signature de la stratégie nationale, même s'il y a une augmentation significative du financement, on peut voir qu'il y a un écart qui n'a pas, au final, vraiment changé. Donc, si on regarde en 2008, là, il y avait un écart entre la population ici qui ne vit pas de situation handicapante, qui avait un taux d'emploi de 71%, versus un taux d'emploi de 51% pour les personnes qui vivent une situation handicapante, ce qui fait un écart de 20% de taux d'emploi. Donc, c'est ça qu'on voulait réduire à 50%. Fait que ça devrait venir à 10%, là, c'était dans un des objectifs, bref, la stratégie nationale, dans le fond. En 2012, l'étude canadienne de l'incapacité a révisité cet écart-là. Ça l'a monté à 30%. En 2017, cet écart-là est descendu à 21%. Fait qu'on s'est amélioré depuis 2012, mais depuis 2008, on est revenu un peu au point de départ. Ça, ça m'amène à une autre question qui est pourquoi, malgré une augmentation si importante du financement provincial, cet écart-là demeure littéralement le même, là. Fait encore une fois, allons voir. Les chercheurs, et il y a très peu de recherches là-dessus, malheureusement. Mais le peu de recherches qui ont été faites là-dessus vont venir à une conclusion là, qui est la suivante, c'est que les stratégies qui sont mises en place actuellement vont interpeller le soutien individuel de l'employé qui vit une situation handicapante invisible, ce qui est parfait, ce qui est nécessaire, mais on n'a pas de complémentarité. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on va négliger l'importance de responsabiliser et de soutenir aussi les milieux de travail dans la mise en place d'un environnement qui se veut inclusif, qui se veut adaptable, flexible, etc., etc. Donc, ce qui arrive pour essayer de vulgariser un peu ça, c'est qu'on a une personne qui vit une situation de handicap invisible, on va y apporter beaucoup de support, ce qui est nécessaire encore une fois. On a les CEMO, on a les CJE, on a le ROSEF, on a Sphère, qui vont pouvoir aider les personnes en situation de handicap invisible là, à l'emploi. J'ai dit Sphère, mais c'est pas vrai, pas directement. Je vous explique ça tantôt. On va avoir des équipes d'intervenants qui vont pouvoir agir auprès de cette personne-là, des conseillers en emploi, des agents d'intégration. On va avoir euh, on va les former pour aller dans un emploi particulier. On va les aider à faire des CV. On va faire la recherche d'emploi avec eux dans les centres de services. Mais le soutien qu'on va offrir à nos organisations, à nos employeurs, aux ressources humaines, etc., pour changer les processus organisationnels, développer les compétences empathiques en milieu de travail, la sensibilité à la différence et tout ça, en ce moment, est minime. Il y en a, mais est minime. Surtout quand on la compare au soutien qu'on va donner aux personnes en situation de handicap invisible. Ça, c'est des constats de la recherche, mais ces constats-là émergent sur le terrain aussi. Quand on regarde le cadre de référence là, qui va résumer les pratiques et services considérés essentiels, cadre de référence qui a été fait d'ailleurs à la signature de la stratégie nationale dans la même année, il y a seulement une page sur 50 qui va faire référence à la responsabilisation employeur. Ensuite de ça, le comité consultatif des personnes handicapées, quand il a fait ses recommandations au gouvernement en 2019, a demandé aussi dans une de ses recommandations de consolider les services aux entreprises dans le but d'impliquer un peu plus ces employeurs dans ce système de soutien-là. Comment est-ce qu'on peut les soutenir, ces employeurs-là? Puis ensuite de ça, suite à une démarche d'enquête feedback que j'ai fait moi-même dans le cadre d'un partenariat avec Sphère Québec, qui est un organisme d'inclusion en emploi pour les personnes en situation de handicap, qui va, encore une fois, je vous explique un petit peu plus tantôt, là, parce que c'est un partenaire de recherche. Euh, on a fait une démarche d'enquête feedback qui a inclus une vingtaine d'organismes à but non lucratif, 14 représentants de programmes fédéraux et provinciaux d'inclusion en emploi, le comité consultatif des personnes handicapées et aussi 6 firmes de consultation privées en gestion de la diversité. On est arrivé exactement à la même conclusion. Puis c'est suite à ces conclusions-là qu'on a décidé là, de se lancer dans un projet de recherche, intervention qui a cet objectif-là, qui est de favoriser l'inclusion en emploi des personnes qui vivent une situation de handicap invisible en proposant justement des stratégies d'inclusion organisationnelle, c'est-à-dire des stratégies qui visent la responsabilisation et le soutien à l'employeur, en plus d'intégrer aussi le vécu et le savoir des personnes en situation de handicap invisible et des acteurs œuvrant dans le domaine de l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap invisible au Québec. Donc, pour répondre à cet objectif-là,
d'aller essayer de trouver des stratégies de soutien pour les employeurs, on a décidé avec les organismes partenaires, parce qu'encore une fois, c'est un projet qui se fait sur le terrain, d'y aller en 3 phases. La première phase, c'est de dresser un portrait de l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap invisible au Québec, parce que ça n'a pas été fait vraiment dans la recherche actuellement. C'est ce portrait-là que je viens vous présenter aujourd'hui, parce que c'est ce portrait-là qui est presque terminé. Ensuite de ça, une fois qu'on a ce portrait-là, un bon portrait de l'inclusion en emploi des personnes qui vivent une situation de handicap invisible, on va aller s'approprier ces portraits-là avec les organismes partenaires, puis on va essayer de développer des stratégies, justement, qui vont viser la responsabilisation, puis le soutien au milieu de travail du Québec. Puis finalement, on va, au développement de ces stratégies, on va les implanter, puis on va les documenter en milieu de pratique, là, comment est-ce que ça a été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Donc le but, encore une fois, c'est vraiment d'offrir un meilleur soutien là, au milieu de travail et aux employeurs. La méthodologie, je viens vous présenter ça. Encore une fois, c'est une affaire d'intelligence collective. Fait que c'est pas une méthodologie typique d'un projet de recherche là, qu'on va voir classique là. Pour ceux qui sont pas dans le domaine de la recherche, des fois, quand on pense à la recherche, on peut penser à un chercheur dans son laboratoire un peu tout seul devant son ordi qui va observer ses trucs. A plus B égale C, on a trouvé une causation, on a fait une découverte. Au contraire, on est dans un laboratoire partenarial, on est sur le terrain, puis on essaie de mettre de l'avant l'intelligence collective. Dans notre cas, l'intelligence collective se fait avec 3 parties. Il y a le consultant-chercheur et l'université et les centres de recherche affiliés. Ça, c'est représenté par moi-même, sauf que j'ai pas encore mon petit chapeau de diplôme parce que j'ai pas fini ma recherche. Donc j'aurais dû peut-être enlever ça, mais bref. Euh, Puis ensuite, il y a les organismes partenaires de ce projet-là, qui sont le CRISPECH, dans notre cas, puis Sphère, qui est le programme que je vous ai parlé tantôt, ou l'organisme que je vous ai parlé tantôt, pardon. Ensuite de ça, comme troisième partie, évidemment, on a ce qu'on va appeler d'habitude en recherche les participants, mais dans le cadre de cette recherche-là, c'est des informants qui vont nous informer sur leur vécu, leur réalité dans les milieux de travail. Comme vous avez remarqué, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. C'est vraiment un cercle. Il n'y a pas de relation hiérarchique. Puis le but, c'est que l'expertise de tout le monde, donc le vécu de ces gens-là, l'expertise de recherche, puis les milieux partenaires et leur connaissance du milieu, fassent équipe pour qu'on regarde tous ensemble l'objectif du projet, qui est de favoriser l'inclusion en emploi des personnes qui vivent une situation de handicap invisible pour pouvoir offrir un meilleur soutien au milieu de travail. Donc, je fais une courte présentation des participants, de la collecte et de comment on a analysé les données. Puis ensuite de ça, je vous montre une première ébauche du modèle, là, puis du portrait, dans le fond, de l'inclusion en emploi au Québec là, des personnes qui vivent une situation de handicap invisible. Je pense que ce mot-là, je vais l'avoir dit dans ma vie plus que beaucoup d'autres mots, en dedans de 2 ans surtout. Bref, les premières personnes qu'on est allé voir, évidemment, c'est les personnes vivant ou ayant vécu une situation de handicap invisible à l'emploi. Il y en a eu 9. Euh, Ces personnes-là avaient des handicaps, vivaient une situation handicapante, là, des situations handicapantes assez variées. On parlait de situations handicapantes liées à la santé mentale, encore une fois, douleurs chroniques, fatigue, fibromyalgie, TDAH. Donc, on est allé chercher, le but c'était d'avoir un portrait général de la réalité du terrain. D'ailleurs, les participants ou le choix des participants a été fait en collaboration avec les partenaires, puis la stratification, ce qui veut dire qui on choisit, selon quel type, a aussi été fait là, avec les partenaires de recherche. On était voir 11 employeurs, autant dans les milieux urbains que, urbains que ruraux, dans des petites et grandes entreprises, dans des organismes à but non lucratif et à but lucratif. On est allé voir 4 agents, agentes d'intégration, qui sont des personnes qui travaillent pour des centres de services spécialisés en emploi. 3 conseillers conseillères en emploi, qui sont aussi des intervenants qui travaillent dans des centres de services, et les directeurs de ces centres de services-là. Pour chacune de ces populations-là, on a fait des entretiens individuels semi-structurés. Puis là, on leur a demandé les mêmes questions pas mal. On leur a demandé, c'est quoi les défis que vous rencontrez pour l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap invisible? C'est quoi les forces, selon vous, au Québec
pour l'inclusion de ces personnes-là. Puis si, la troisième question qu'on leur demandait, c'est si vous aviez le pouvoir politique nécessaire, puis tout l'argent nécessaire pour mettre en place une meilleure structure de soutien au milieu de travail, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous metteriez en place en premier? Donc, de ça est ressorti de ça, dans le fond, de ces entrevues-là qui ont duré environ 1 heure à 1 heure et quart chaque, est ressorti un grand verbatim. Fait qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a tout transcrit chaque entretien avec l'aide d'assistants et d'assistantes de recherche. Puis chacun des entretiens a passé à travers une analyse thématique. Une analyse thématique, c'est quoi? C'est que pour chacune des entretiens, on relève les grandes idées ou les unités de sens qu'on va appeler. Puis ensuite de ça, on va toutes les classer sous des thématiques et on va hiérarchiser ces thématiques-là. C'est le fun, une analyse thématique, parce que ça répond exactement à l'objectif de cette première phase-là, qui est d'établir un portrait. Ce que ça l'a fait qu'on a eu un portrait pour chacune des populations. Mais là, il fallait mettre tout ça ensemble pour avoir un beau modèle intégré. Mais avant d'intégrer tous ces modèles-là ensemble, ce qu'on a fait, on a retourné voir les participants en leur montrant leur propre portrait. Donc, on leur a dit, voici le portrait de votre population, est-ce que ça reflète bien votre réalité? Première des choses. Ensuite de ça, on leur a demandé, si vous aviez une chose à changer ou à nuancer, ce serait quoi? Donc, les gens ont apporté des modifications à leur propre portrait. Et ensuite de ça, on leur a dit, si vous aviez là, 5 à 10 grandes thématiques à ne pas oublier dans le modèle intégré, ce serait quoi? Donc les gens nous ont répondu aussi à ça, les participants ou les informant dans ce cas-ci. On a tout mis ça ensemble, ça a donné le modèle intégré, qu'on a décidé de tourner comme un modèle d'organisation inclusive idéale. Je m'explique. L'organisation, tout le monde nous a donné des forces, des défis, puis des leviers potentiels. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans les organisations pour être plus inclusif, pour avoir des structures plus inclusives. Puis, ce qu'on a décidé de faire, ce qui faisait plus de sens aussi, c'est de créer un peu l'organisation idéale, l'organisation inclusive idéale dans son contexte. Puis, ce que ça donne, ça, c'est un beau portrait qui est encore une fois idéal. Fait que faites pas le saut. Là. Je sais s'il y a des employeurs dans la salle ou peu importe, là, c'est vraiment un idéal qu'on va voir ici aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un modèle cible. C'est vraiment une direction et non nécessairement un but. C'est vraiment une direction qui permet de structurer une analyse. Donc, à quel point mon entreprise est inclusive ou si on est un intervenant, à quel point cette entreprise-là est inclusive. Est-ce que mon participant ou ma participante peut inclure cette entreprise-là? Est-ce que ça va bien aller? C'est quoi les red flags? C'est quoi? Bon. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Faites pas le saut non plus parce que c'est gros, puis là, c'est très petit. Puis j'ai fait exprès que ce soit petit parce que je veux pas qu'on se lance dans toutes les petites bulles. Moi, je vais vous expliquer le gros de ce modèle-là, le concept un peu rapidement. Puis après ça, on va aller voir dans l'organisation. Fait que ça, c'est le résultat de tous les participants que je vous ai présentés tantôt qui m'ont parlé des mêmes thématiques. Un des critères pour faire partie du modèle, c'était qu'il devait y avoir consensus dans tous les participants pour qu'une thématique soit là. Fait que tous les thématiques qui sont là, il y a un consensus. Tous les participants et participantes m'en ont parlé. Fait que ça, c'est extrêmement important pour moi à mentionner. Ensuite de ça, le but ultime avec ce modèle-là, une fois qu'il va avoir été révisé par le comité pour une deuxième fois, ça va être de créer un modèle interactif où on va pouvoir cliquer sur la bulle, puis ça va nous apporter à une courte définition de la thématique, en plus d'une citation d'un ou d'une des participantes qui est anonyme évidemment, puis les ressources associées là, à cette thématique-là si nécessaire. Donc allons voir là, les couleurs en premier, parce que c'est ça qui est le plus important. En vert, ici, on a le participant, la participante, donc la personne qui va vivre ou qui a vécu une situation de handicap invisible. En mauve rose, on va avoir l'équipe d'intervenants, les centres d'emploi, les CJE, etc. En bleu, ici, on a l'organisation. Première chose que vous allez remarquer, c'est que l'organisation, il y a, dans le bleu, dans le fond, là, il y a pas mal plus de stock que dans les autres endroits. Ce qui est très normal parce que
les questions des entretiens étaient beaucoup plus dirigées vers l'organisation. Comment est-ce qu'on peut rendre un milieu de travail inclusif? C'est quoi un milieu de travail inclusif? C'est quoi un employeur qui est ouvert? On dit souvent ça dans le milieu. Ça prend un employeur ouvert. C'est quoi ça, un employeur ouvert? Bon. Fait qu'évidemment, il y a plus de stock ici. Donc, la... puis ensuite de ça, excusez-moi, là, il y a le support gouvernemental aussi qui est vraiment important pour ultimement avoir une organisation idéalement inclusive. Fait que la première chose qui est à retenir, puis si je veux que vous partiez avec une chose aujourd'hui de ce modèle-là, c'est que l'organisation idéale ou l'organisation inclusive existe en relation avec d'autres choses, existe en relation avec une équipe d'experts, existe en relation avec une personne en situation de handicap invisible, puis existe en relation avec les mesures gouvernementales. Donc, ça se fait pas tout seul. C'est pour ça que c'est un modèle idéal, c'est pour ça que c'est un modèle d'idéation, et c'est pour ça que c'est une direction plutôt qu'un objectif à se donner. Donc, ensuite de ça, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'aller jeter un coup d'œil un peu plus précis dans l'organisation inclusive parce que, évidemment, la thématique du projet ou de cette conférence-là, c'est comment réduire les situations handicapantes en entreprise, là. Puis il y a quelques cues qu'on peut se donner, quelques directions qu'on peut se donner rapidement. La première étant, je ne le répéterai pas assez, qu'une organisation existe, une organisation inclusive existe en relation avec des experts, des intervenants qui sont présents, qui sont là pour les employeurs. Fait qu'allons voir un peu plus près. Attardons-nous en premier à ce qui est en jaune. Ça, c'est les grands îlots de sens, les grandes thématiques qui ont sorti. Tout le monde m'a parlé de ça. Sans équivoque, les personnes en situation de handicap, les directeurs, directrices d'OBNL, les agents d'intégration, les conseillers en emploi. Ça, c'est des thématiques qui étaient importantes pour tout le monde, puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent comme des grandes thématiques. Dans une organisation idéalement inclusive, on retrouve donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes choses, 8 grandes thématiques. Au niveau de la haute direction, on a une haute direction qui est soutenante, qui soutient l'inclusion en emploi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va y avoir des politiques organisationnelles qui sont déjà en place, qui sont réfléchies. Il va y avoir une communication facilitée entre les paliers. Est-ce que la structure est extrêmement hiérarchique et peu flexible ou est-ce qu'elle est plus aplatie? Les gens du premier palier ont accès au gestionnaire puis à la haute direction. Puis on alloue les ressources nécessaires à l'inclusion en emploi. Une des choses qu'on commence à voir de plus en plus au Québec, c'est des ressources internes, comité ad hoc d'inclusion en emploi pour les personnes en situation de handicap, un comité dans les plus grandes entreprises. Dans les plus petites entreprises, on va nommer un champion ou une championne dans l'inclusion, puis il va y avoir des tâches ou elle va avoir des tâches associées à l'inclusion en emploi. Souvent, c'est cette ressource-là, ou c'est l'employeur même, si c'est dans une plus petite entreprise, qui va avoir le contact avec l'équipe d'intervenants et l'équipe d'intervenantes. Ici, on voit des caractéristiques de cette personne-là. Ça va être une organisation qui a une philosophie de gestion par les forces. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que la rétroaction va être axée sur les forces, la structuration des postes et des tâches va être faite selon les forces, selon les intérêts, ça va être axé sur l'humain, ça va être beaucoup plus de macro-gestion que de micro-gestion. On va parler aussi de processus RH flexible, d'une sensibilisation et d'une préparation du milieu qui est adapté. Préparation, qu'est-ce que je veux dire? C'est non seulement on a un souci de sensibilisation continue, mais quand on le sait qu'une personne en situation de handicap invisible, dans ce cas-ci, arrive dans le milieu, on va préparer l'équipe, on va aller voir l'équipe. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Avez-vous des questions? Si on apporte des adaptations, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on... Bon, il va y avoir cette discussion-là va être ouverte. Très, très important. On va avoir des membres ultimement qui sont ouverts, puis on va avoir un syndicat ultimement qui est ouvert avec une convention collective qui est plus flexible et des personnes en situation de handicap invisible dans le syndicat. Ce qui est souvent une problématique d'ailleurs, qui est ressortie vraiment souvent. Une dernière chose que je voudrais dire là, avant de passer à la période de questions par rapport à ce modèle-là, mis à part le fait que, encore une fois, c'est un idéal, c'est une direction, c'est que ça, ultimement, ça va être utilisé comme outil sur le terrain pour justement un outil interactif qu'on va pouvoir cliquer sur les bulles, puis là, on va avoir une description de qu'est-ce qu'on veut dire pour chaque bulle. Puis,
c'est que ça peut donner des leviers pour les employeurs, pour les gestionnaires, pour les intervenants, de comment est-ce que mon organisation peut être de plus en plus inclusive, sur quoi que je pourrais travailler, c'est où que je veux investir des ressources. Puis c'est vraiment ça l'objectif de ce modèle-là. Fait que par rapport à ça, c'est quoi les prochaines étapes avec le projet de recherche? Le portrait est fait, ou presque, là. Il va rester à le rendre interactif et une dernière révision encore une fois. Après ça, ça va être de s'approprier les portraits avec les organismes partenaires, puis de développer ces stratégies-là pour ensuite les mettre en place et trouver des façons euh, où les intervenants externes peuvent mieux soutenir les employeurs dans la mise en place de ce contexte-là qu'on veut idéalement plus inclusif. Parce qu'on se rappelle que ce soutien-là aux employeurs est moins grand actuellement que le soutien qui est offert aux personnes en situation de handicap invisible et qu'on aurait intérêt, je pense, à complémentariser là, les services qui sont offerts au Québec. Je reviens, j'ai même fait une slide là-dessus, imaginez, c'était vraiment important. S'il y avait une chose à retenir, c'est que l'organisation inclusive idéale existe en relation avec des partenaires spécialisés. S'il y a des employeurs dans la salle qui ont des questions, qui se disent j'aimerais ça m'engager, commencer à engager des personnes en situation de handicap invisible, j'aimerais ça que mon organisation soit plus inclusive. La première chose à faire, c'est d'appeler chez Sphère pour du soutien, des ressources, des solutions en lien avec l'inclusion en emploi. Ou c'est d'appeler le ROSEF, qui est un réseau spécialisé d'emploi là, pour les personnes en situation de handicap, si vous voulez des candidats accès à des intervenants en emploi. Ça, c'est les deux ressources que je vous donnerai pour l'instant. Il y en a d'autres, mais c'est des ressources qui vont pouvoir aussi vous diriger vers les bonnes ressources pour vous. C'est très important. Puis si je pouvais finir avec un petit mot de la fin, là, puis on l'a vu dans le modèle, c'est que un milieu inclusif pour des personnes en situation de handicap invisible, qui est le cœur du projet, c'est un milieu, je pense, qui est bon pour tout le monde. Une philosophie de gestion par les forces, c'est bon pour tout le monde parce que ça donne un sentiment d'autonomie, un sentiment d'autonomie qui est un des besoins de base psychologiques, selon Maslow, par exemple, un chercheur en psychologie très populaire. Une autre direction qui est soutenante des processus d'inclusion, c'est important pour tout le monde. Une ressource qui est dédiée à ça aussi. Des processus flexibles. Aujourd'hui, les horaires flexibles, par exemple, c'est quelque chose qui intéresse la plupart des gens, pas juste les personnes en situation de handicap invisible. Et c'est ça un peu le switch vers lequel on se dirige, je pense, sincèrement. C'est on peut réduire les situations handicapantes en entreprise. Il y a plusieurs leviers pour le faire. Maintenant, il faut développer les outils, il faut développer le soutien aussi un peu plus. Mais c'est possible de le faire, puis je pense que c'est une bonne façon, là, justement, là, pour devenir un milieu plus inclusif. Donc, ça serait tout pour moi. On peut passer à la période de questions, je pense. Ça fait Oui, 41 merci minutes. beaucoup, Ouais. Charles. C'était super Ben oui. intéressant. Moi, déjà, j'ai plusieurs questions pour toi que je vais te poser de la part de personnes qui sont intervenues dans le chat. Donc, Oui. la première question venait de Catherine Saint-Gelais qui se demandait par rapport à la slide numéro 9 de ton PowerPoint, qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2017 pour avoir cet écart dans la différence du taux d'emploi? Est-ce qu'un retour en arrière est expliqué par des études? C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment dur à répondre, là, puis je vais jouer la carte de l'humilité parce que les statistiques, surtout avec les catégories que j'utilise là, chez Statistique Canada, sont souvent, c'est qu'ils sont là, mais c'est que souvent peu de gens les ont interprétés ou peu de gens ont joué avec ces statistiques-là. Fait que souvent, c'est moi qui vais le faire des fois. Il y a par exemple, là, j'ai les références là, dans le PowerPoint, mais il y a plusieurs tableaux qui pourraient partiellement répondre à cette question-là que je ne connais pas par cœur. Mais clairement, il y a quelque chose qui s'est passé entre 2012 et 2017. Je pense, ne serait-ce que par une sensibilisation de la population générale, entre autres, puis en entreprise, de plus en plus, on va en voir des comités d'inclusion et de diversité. Euh, Puis ça, je pense que les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à ça. Puis je pense que ça joue un rôle vraiment important là, dans la diminution de cet écart-là. Ça serait ma meilleure façon de répondre à cette question-là, je pense.
Merci. Je tiens aussi à préciser que s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai quelques questions avant, puis je pourrais vous donner la parole par la suite. La deuxième question que j'avais, c'est de Anne-Danielle Grenier, pardon. Est-ce qu'il y a du partenariat avec les PSHI pour ces éléments? Je crois qu'on faisait référence ici aux politiques mises en place par les gouvernements. Des plans d'action qui ne consultent pas les personnes concernées risquent de ne pas rejoindre celles-ci et pourraient expliquer pourquoi les investissements n'ont pas aidé. Donc, Hmm. est-ce qu'il y a de la consultation? Oui, ben comme je disais, le comité consultatif fait un merveilleux travail à cet égard-là, là. Pourrais-tu répéter le début de la question? J'ai mal compris, ça l'a griché un petit peu. Oui, pardonne-moi. Merci, Ellie. Est-ce qu'il y a du partenariat avec les PSHI pour ces éléments? Mhm. Il y en a. Puis justement, le comité consultatif fait un beau travail de ça. Une des problématiques, je dirais, ça revient un peu au dilemme que j'ai présenté tantôt, c'est que ces partenariats-là, souvent, sont durs à établir pour une raison principale, c'est que il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre des situations handicapantes, mais qui veulent pas du tout s'associer au titre, au statut de personne handicapée au Québec. Parce que, par exemple, si on veut avoir accès au réseau, à des CMO, c'est pas tout le temps, là, je veux faire vraiment attention, là, il y a des CMO puis des places qui vont accepter de voir des gens sans diagnostic et tout. Mais souvent, il va y avoir un diagnostic qui va être nécessaire pour accéder au service. Puis les gens ne veulent pas, selon par exemple les entretiens avec les personnes qui vivent des situations handicapantes, là, c'est difficile de s'associer à ce statut-là. Puis souvent, si on veut chercher ces personnes-là pour faire des partenariats, je pense qu'à cause de ça, ça peut devenir plus difficile au niveau des partenariats. Mais là encore là, est-ce que c'est une question de on devrait rendre changer les termes? Est-ce qu'on devrait. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Il y en a qui le font, puis il y en a qui le font très bien, comme le comité consultatif, qui remet des suggestions au gouvernement pour l'intégration et l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap, là. Mais sinon, il faudrait que je recherche plus. Merci beaucoup. Comme a mentionné ma collègue dans le chat, est-ce que vous me recevez bien? J'ai l'impression que ma connexion a eu un Oui. petit peu de difficulté. OK, parfait. Comme l'a mentionné ma collègue dans le chat, on va essayer le plus possible de répondre aux questions jusqu'à 13 heures, puis on va pouvoir continuer un petit peu la conversation par la suite. Donc, la troisième question venait d'Adeline. On se demandait est-ce que la gestion par les forces faisait référence aux forces des personnes en situation d'handicap et ses qualités pour le travail? Oui, la gestion par les forces, c'est un concept qui provient plus là, des styles de gestion ou des philosophies de gestion, là, mettons, organisationnelles. Puis la philosophie de gestion par les forces, simplement, c'est d'utiliser les forces des employés pour les placer dans les différents postes, leur donner la distribution des tâches, etc., etc. Elle est d'autant plus importante, je pense, pour réduire justement les situations handicapantes en emploi. Puis, il y en a qui vont même l'appeler là, la philosophie de gestion par les capacités ou par les forces. Donc, ce qui est difficile parce que ça demande une grande flexibilité des postes, une grande flexibilité des gestionnaires aussi, puis beaucoup de travail d'équipe et de communication, là. Hmm. Super, merci. Euh, je me demandais, j'étais rendue, Pauline, à la question de Jeff Mhm. Filiatro. J'arrive pas à la retrouver. Est-ce que tu pourrais la lire pour moi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, laisse-moi juste le temps de la retrouver. Donc, la question suivante était, Charles, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qui ressortait par rapport au syndicat? Qu'est-ce qui est entendu par qu'est-ce qui est entendu par une convention collective plus flexible? Oui. Bon, comme je disais, c'est ça qui va être intéressant parce que quand le modèle va être terminé, on va pouvoir aller répondre directement à ces questions-là. Fait que là, je vais faire une réponse assez large, mais euh, un des défis majeurs qui était rencontré par les personnes en situation de handicap, selon les participants, souvent, ça va être que la convention collective, par exemple, n'était pas assez flexible.
Puis en même temps, c'est pas toujours le cas. Il y a des fois, les syndicats, ça aidait vraiment beaucoup les personnes en situation de handicap. Fait que c'est pour ça que le modèle, c'est idéalement, les conventions collectives sont inclusives, mais je donne un exemple assez simple, là, comme une personne qui vit une situation handicapante, qui arrive en poste, arrive en emploi, puis elle doit avoir des accommodations, etc., doit avoir un salaire différent ou qui est adapté selon les tâches qu'elle a reçues, puis etc., etc. Souvent, des fois, ça va bloquer parce que la convention collective ne va pas permettre, par exemple, pas des accommodations, parce que là, c'est à un niveau légal, mais ne va pas permettre qu'elle prenne une certaine place dans l'organisation qui, au fond, serait une bonne place pour cette personne-là. Ça serait ma réponse. C'est toujours une question super difficile, les syndicats, puis ça vaut la peine de s'y pencher, je pense. Puis je pense qu'il y a une recherche, plusieurs recherches entières pour être faites là-dessus, là, vraiment. Là. Super, merci. Donc, la prochaine question de Marie-Josée Lemieux. Est-ce que tu peux expliquer de quelle manière tu as défini le handicap dans le cadre de ta recherche? Oui, ben c'est ça. Le handicap en général ou je l'ai défini, ok, c'est une bonne question. Je ne vais pas rentrer trop dans la théorie, mais j'ai défini comme la situation de handicap, qui est vraiment comme un modèle intégré entre une perspective plus sociale du handicap. Puis pourquoi j'ai décidé de prendre cette perspective-là, puis c'est la même que le CRISPECH dans le fond, là. Pourquoi j'ai décidé de prendre cette perspective-là, c'est simplement parce que ça l'oblige à vérifier dans quel contexte se trouve la personne pour comprendre que le processus de production du handicap n'est pas nécessairement seulement une condition, comme on a longtemps conceptualisé le handicap, là, qui est une perspective plus médicale, mais aussi une question de contexte, une question d'identité intersectionnelle, par exemple, qui est vraiment non seulement contextuelle, mais situationnelle, donc dans le moment présent, là, selon ce qui se passe, selon le milieu d'emploi dans ce cas-ci, selon l'équipe de travail, selon les intervenants avec qui tu travailles, etc., etc. C'est vraiment comme la situation de handicap. Merci beaucoup. De la part de Arnaud Blanchard maintenant, est-ce que le modèle prévoit une inclusion des collègues managers dans le processus d'inclusion-recherche de solutions? Mais oui, clairement. Puis on le voit dans le modèle là, un peu, puis ça va vraiment être plus une attitude de gestion, justement, ou dans une ressource qu'on va mettre en place, les organismes qui ont des bonnes pratiques inclusives, par exemple, vont avoir un programme de mentorat où le mentor, c'est aussi un collègue, une personne avec qui la personne en situation de handicap invisible, dans ce cas-ci, va avoir accès un peu en tout temps, peut poser des questions qui est au même niveau hiérarchique, que ce soit pas nécessairement un gestionnaire ou l'employeur lui-même, ce qui favorise évidemment, là, puis en même temps, la question vaut pour tout le monde, je pense que c'est plus facile de se montrer vulnérable à un collègue, puis nommer ses besoins à un collègue, que nommer ses besoins, des fois, à un gestionnaire, dépendamment évidemment de la culture de l'organisation et tout, là, mais oui, le modèle prévoit ça. Là. Super. Pour la prochaine question, c'est d'Isabelle Roy. Donc, est-ce qu'il existe un cadre de référence pour les conditions de travail à privilégier pour des personnes malentendantes en situation de pandémie? Avec l'obligation du port du masque de procédure, la lecture labiale est donc impossible. Alors, comment faire comprendre aux employeurs que les rencontres en ligne sont tellement aidantes? Je pense que c'est un peu le nœud du projet de recherche, tu sais, comment, je pense que une grande partie de être un milieu plus inclusif d'emploi, c'est beaucoup au niveau justement, j'en parlais tantôt, mais de l'attitude, de l'essence de l'organisation. Là, d'ailleurs, la nature de l'organisation fait partie du modèle. Euh, Comment faire comprendre à l'employeur, c'est vraiment difficile. Je pense que l'employeur doit avoir une certaine prédisposition, par exemple, doit être ouvert déjà à avoir une discussion par rapport à ça. S'il n'y a pas d'ouverture ensuite de ça, comment est-ce qu'on fait comprendre? Ben, il y a plusieurs façons. Est-ce que s'il y a un comité qui est mis en place, est-ce que c'est lui qui s'occupe de ça? Est-ce que la haute direction a un rôle à jouer là-dedans? C'est pour ça que c'est difficile des fois de répondre à des questions très précises dans le cadre d'un modèle
intégré comme ça, c'est que tout est dans tout, là. Un milieu inclusif, c'est une essence inclusive d'organisation. Puis l'employeur, je pense, devrait être ouvert à cette discussion-là. Et non seulement parce que c'est positif pour les personnes, bon, là, dans ce cas-ci, pour qui c'est avantageux, justement, les rencontres en ligne ou de ne pas avoir le masque qui cache les lèvres, mais c'est si c'est possible d'avoir cette discussion-là avec l'employeur, idéalement, ça va être possible d'avoir pas mal de types de discussions avec l'employeur, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, je pense que ça passe par des programmes de développement de compétences. En diversité culturelle, il y a beaucoup de ces types de programmes-là. Médiation culturelle, développement de la sensibilité interculturelle et tout ça. C'est plus rare dans un contexte de situation handicapante, puis on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, je pense. Mais je pense que ça va passer par ça, une plus grande sensibilisation générale par rapport à ces discussions-là et tout. Merci. Avec le temps qui nous reste, on va avoir le temps pour une ou deux questions de façon un peu plus formelle, mais n'hésitez pas par la suite. Charles est disponible pour rester un petit peu pour poursuivre la discussion. Donc, la prochaine question vient de David Lessard-Gauvin, qui a écrit dans le chat. Il se demandait, il disait que, dans le fond, tu avais mentionné que le syndicat, qu'il est important que le syndicat soit ouvert et que cela est significatif comme problème. Il aimerait mieux comprendre comment les problèmes occasionnés aux personnes en situation de handicap et situation de handicap invisible par les syndicats et les conventions collectives. Qu'est-ce que tu as constaté dans le cadre de tes recherches? Le monopole de représentation syndicale, le principe qui empêche les PSHI de revendiquer leurs droits à l'égalité, nuit-il davantage qu'il aide les personnes en situation d'handicap invisible? Et que faire pour encourager les syndicats à agir sur les aspects systémiques de la discrimination à l'égard des PSHI? Est-ce que tu veux que je répète une à la fois, peut-être? Ben là, c'est une question qui en soi aussi serait une quarantaine de conférences. Probablement, on n'aurait pas fait le tour, là, mais je peux donner mon opinion un peu rendu là. Je pense que ça dépend. Ça dépend du syndicat. Il y a des syndicats qui font un merveilleux travail. Il faut se rappeler aussi que l'idée syndicale, c'est l'accès, c'est l'égalité à l'emploi, tu sais, pour tout le monde, pour les employés. Puis il y a des syndicats qui réussissent très très bien là, à intégrer les personnes en situation de handicap invisible. Après ça, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ces pratiques-là mais comment est-ce qu'on peut partager ces pratiques-là puis les rendre accessibles à tous, tu sais. Fait que je pense pas que ça nuit ou que ça l'aide davantage. Je pense qu'il y en a qui le font bien, il y en a que c'est plus difficile. Je pense que qu'est-ce qui va aider, un peu comme le modèle le mentionne, c'est d'avoir des personnes des personnes en situation de handicap qui font partie de cette discussion-là. Mais là, encore une fois, on se bute à un problème. Il faut savoir que ces personnes-là vivent une situation handicapante. Fait que est-ce que la conversation a le droit d'exister au cœur du syndicat? Ça, c'est aussi le rôle syndical, je pense, de faire comme hey, si vous avez des besoins particuliers, on est ouvert à ça, puis on est peut-être ouvert à changer une coupe d'affaires parce qu'on n'y a pas pensé l'année passée, là, ou la dernière fois qu'on a révisé la convention. Je pense que faire pour encourager les syndicats à agir sur les aspects systémiques, je pense que c'est de faire comprendre ou de sensibiliser un peu au fait que un milieu de travail qui justement est plus inclusif, c'est vraiment le fun pour tout le monde, tu sais. Puis moi, le premier, là, des horaires flexibles, puis que c'est moi qui décide plus, pas nécessairement, là, tout le monde, c'est le chaos, là, tu sais, mais des horaires plus flexibles, c'est sûr que ça plaît à pas mal tout le monde, tu sais. Puis c'est niaiseux, puis c'est un petit changement qui peut apporter tellement de choses à tellement de gens, qui peut permettre à une personne, pour sortir du handicap invisible et donner un exemple plus concret, qui peut permettre à une personne qui a accès à des transports adaptés, de venir quand il veut selon les transports adaptés au travail pour permettre à une personne qui a une fatigue chronique d'adapter son cycle de sommeil selon l'horaire qu'elle a besoin. Je pense que c'est de faire comprendre aux syndicats que souvent un milieu de travail qui est inclusif et qui fait des fois des exceptions, ça peut être bon pour tout le monde. Ça serait ma réponse. Merci beaucoup. Peut-être le temps pour une dernière question pour finaliser ce midi-conférence. La catégorie des PSHI étant très large, comment accommoder les besoins particuliers de chacun? Je suis vraiment d'accord. C'est pour ça que dans le modèle,
Ça parle de c'est quoi être une naissance, comment est-ce qu'on peut réduire les situations en entreprise, les situations handicapantes en entreprise, ou être le plus inclusif possible. C'est non seulement la nature de l'organisation, l'attitude, la philosophie de gestion, la flexibilité des processus, mais c'est aussi être capable de s'attarder puis de faire du cas par cas parce que puis rendu là on peut élargir la discussion, mais chaque humain en soi est très unique, chaque employé est très unique, a des besoins différents. Fait que je pense que c'est non seulement un souci d'ouverture générale, mais aussi une préparation puis être en mesure d'intervenir en un à un avec les personnes. Ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que le gestionnaire, il y a une équipe de travail de 25 personnes ou de 6 personnes? Puis il y a des discussions qui sont ouvertes constamment avec ses employés. Est-ce que, tu sais, là, rendu là, on peut rentrer dans les processus organisationnels là, assez, assez profondément, mais je dirais que oui, je pense que c'est une attitude, mais c'est aussi, ça demande du cas par cas aussi. Puis ça demande du temps, puis ça demande de la disponibilité, puis on est en pénurie de main-d'œuvre, puis c'est difficile. C'est pour ça que je veux pas qu'on pense que, tu sais, les employeurs aussi ont besoin de soutien pour créer ce milieu-là, puis c'est là, nous, qu'on veut mettre la lumière, là. Super, merci beaucoup. C'est ce qui va mettre fin au Midi Conférence pour aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présentes. Toutefois, les personnes qui ont encore un petit peu de temps, qui désirent rester, Charles est également disponible. Je vois qu'il reste encore des questions, donc Charles va être disponible pour continuer la conversation. Mais merci beaucoup. Puis on se dit au mois prochain pour le prochain Midi Conférence. Merci beaucoup tout le monde.